Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et de Ninuxa TV, et bienvenue dans le cadre de cette émission. Je suis très heureuse d'être là et de vous présenter la dite émission. Je veux dire un grand merci à la grande équipe technique, Daniel Tisungu, 3CCD qui assure la réalisation. Je dis un grand merci à Georges Congolo. Je dis également merci à Rigan Maleus. Alors, pour ce numéro d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Madame Elfie Esther Ilunga Kishi, donc voilà, qui est secrétaire nationale en charge du genre au parti politique Le Congo Positif, qui fait partie du regroupement politique Les Progressistes. Voilà, elle est également candidate en Ngandajika, donc dans la province de Lomami. C'est mon invité de ce soir. Alors, sans plus tarder, je m'en vais lui dire bonsoir. Bonsoir, Madame Esther Elfie Esther, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Madame Jenny. Alors, Madame Esther, Madame Elfie, donc voilà, c'est votre nom, Elfie Esther. Alors, si on peut quand même connaître votre parcours, parce que la plupart de personnes se posent plusieurs questions en tant que directrice de la radio de la femme, en tout cas où vous avez reçu plusieurs trophées depuis que cette radio existe, je pense, ça fait 3 ans. Alors, on peut connaître votre parcours? Merci beaucoup pour la question, Madame Jenny. Si je peux parler de mon parcours brièvement, c'est que je suis juriste de formation d'abord et devenue aujourd'hui journaliste de profession. J'essaye d'entrer dans votre métier, d'animer aussi, de présenter certaines émissions à la radio de la femme. Ouais, vous le faites tellement bien. Nous avons mis en place. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur si ça vient d'une journaliste professionnelle comme vous. Et donc, j'aime beaucoup le journalisme. C'est ma profession de rêve d'enfance. Mais après, j'ai fait la volonté des parents, je suis allée en droit. Mais j'aime le droit, mais j'aime aussi le journalisme. Je crois que ce sont des métiers assez qui se rencontrent à un certain niveau. Et ça exige la parole, tous les deux métiers, le droit et le journalisme. Et donc, je me sens bien comme journaliste et comme juriste aussi, et peut-être avocate en devenir. Alors, pour parler de mon bref parcours, ce que j'ai mis en place une ONG depuis 2005. Nous avons mis en place une ONG, Génération Femmes, qui existe depuis maintenant 18 ans. C'est grâce à cette ONG que nous avons pensé, il y a 3 ans, mettre en place la radio de la femme, qui est un média thématique genre, qui parle des questions d'hommes et des femmes pour l'équilibre dans le monde. Et nous avons, depuis ces 3 ans, évolué ainsi. Et aujourd'hui, la thématique femme est en train vraiment de pénétrer, s'il faut dire, la tête des gens, la population. Les gens comprennent aujourd'hui que les questions des femmes sont essentielles et très importantes. Et voilà que nous évoluons aujourd'hui dans la radio de la femme, qui est une radio thématique. Et en politique, j'ai un parcours assez... encore caché, mais assez long pour moi, parce que j'ai commencé la politique très tôt, disons à 19 ans, parce que j'ai un père qui est toujours vivant, j'ai un père qui a fait de la politique. Quand je suis née, je crois que je l'ai trouvé déjà commissaire du peuple à l'époque, dans les années 80, voilà. Il était déjà commissaire du peuple, et je suis née dans ça vers la fin des années 80, et donc j'ai baigné dans ça depuis mon enfance. J'ai accompagné mon père de temps en temps dans certaines réunions, quand il assuma quelques fonctions, quelques grandes responsabilités dans le pays. Et j'ai commencé à développer le goût de la politique. Et à 19 ans, j'ai adhéré, pour citer le parti, le MLC, à l'époque, qui venait d'arriver, parce que mon père était avec le Mobutiste à l'époque, il s'est converti en MLC. J'ai travaillé avec mon papa, et là, j'ai pris le goût de la politique. J'étais secrétaire national, c'est là que j'ai commencé mes premiers pas, secrétaire national de la Ligue des jeunes du MLC pour la commune de Ngaliema, à la commune, avec Monsieur Louak à l'époque qui était secrétaire exécutif. Et par après, je suis passée par Avenir du Congo, ACO. Et pour après, maintenant, je suis dans le parti de Congo Positif, voilà. D'accord. Alors, Madame Elfie, merci pour votre parcours, mais la particularité de la radio de la femme, c'est parce que vous mettez plus l'accent à la femme, ou bien, comme vous dites que c'est une thématique, c'est une radio genrée, où vous parlez plus
de l'homme et de la femme en même temps. Oui, nous appelons ça radio de la femme simplement parce que nous n'avons pas voulu plonger dans les noms, dans les dénominations. On voulait que dès que la personne voit le nom, qu'il sache déjà de quoi cette radio parle. La radio de la femme. Alors, vous ne pouvez pas parler de la femme si vous ne parlez pas de l'enfant et vous ne parlez pas de l'homme. Parce que la femme, en fait, c'est la source de la vie. Elle donne la vie aux femmes, elle donne la vie aux hommes. Et donc, parler de femmes seulement serait être sexiste. Nous ne sommes pas un média sexiste, mais nous sommes un média qui mettons l'accent sur les questions des femmes, qui mettons en exergue la femme. Nous essayons de faire savoir au monde entier qu'est-ce que la femme est, qu'est-ce qu'elle porte comme valeur, qu'est-ce qu'elle fait aussi, parce que les femmes font beaucoup de choses, et surtout avec ce qui se passe dans notre pays. Vous savez que ça fait plus d'une décennie aujourd'hui, plus de 25 ans, qu'il y a la guerre à l'est de notre pays, et l'image de la femme congolaise est vendue comme une femme violée, comme une femme battue, une femme qui a perdu toute sa dignité. Et nous voulons faire voir au monde que au-delà de toutes ces choses, au-delà de toutes ces tares qui nous sont arrivées injustement, nous avons pu relever les têtes. Les mêmes femmes violées sont aujourd'hui devenues des patronnes d'entreprise. Les mêmes femmes violées se sont reconstruites, se sont mariées. Ces mêmes femmes violées aujourd'hui ont pris le courage de dire que nous pouvons assumer de hautes fonctions dans notre pays, faire démarrer notre pays, parce que c'est la femme qui construit en fait. Et un pays, c'est l'exemple d'une famille. Et une famille, le socle d'une famille, c'est la maman. C'est la femme qui construit, qui bâtit une maison. Et donc, si la femme se lève aussi pour rebâtir ce Congo, pas seulement qu'elle doit être présidente de la République, non, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. Elle peut devenir présidente, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas le poste de présidente de la République n'est pas sexiste. Mais simplement, la femme qui se lève, qui dirige, c'est une femme qui va partout. Qui s'immixe dans tous les domaines de la vie et qui essaie de reconstruire ce pays. On dit que cette femme ne s'impose pas parce que c'est parmi votre combat, depuis que votre ONG a existé, Génération Femmes, jusqu'à aujourd'hui. Mais il paraîtrait que cette femme, elle n'a toujours pas compris qui elle est d'une manière générale. Elle ne se bat pas vraiment, surtout sur le plan professionnel. Et surtout qu'aujourd'hui, on a 26 candidats à la présidente de la République. Il n'y a que 2 femmes qui sont représentées. L'été est tellement faible. Bon, moi je dirais autre chose, parce que les hommes ont une longueur d'avance. Ils ont commencé à assumer certaines fonctions, à exercer certains métiers même avant la femme. Et donc la femme vient d'emboîter le pas, il faut lui donner le temps. Il faut lui donner le temps de se préparer. Il faudrait aussi que son partenaire, l'homme, qui est le partenaire, le temps là, c'est à peu près plus de 10 ans, plus de 5 ans. Je ne sais pas évaluer, mais d'une manière générale, nous avons évolué. Si vous regardez le combat des femmes dans le monde entier, même en RDC, nous avons beaucoup évolué. Et nous avons foi que d'ici quelques années, le président de la République lui-même l'a dit qu'après lui, ce serait une femme qui va diriger. C'est peut-être une prophétie. Donc je pense que la femme est en train d'entrer. Le plus important, c'est symboliquement 1-2 femmes dans certaines institutions. Et puis nous atteindrons cette parité que nous voulons 50-50. Nous l'atteindrons parce que les femmes aussi, vous oubliez que les femmes aussi ont un problème, surtout en Afrique et en RDC, les femmes ont un problème d'analphabétisation. Il y a beaucoup de femmes illettrées qui savent ni écrire ni lire. Et c'est un problème parce que pour arriver à un certain niveau de responsabilité, il faudrait connaître quelques notions essentielles. Vous devez savoir quand même lire, écrire pour réfléchir, arriver à ce niveau-là. Et pour y atteindre ce niveau, ça passe par la formation, impérativement. Et donc les femmes n'ont pas encore un niveau de formation élevé. Nous devons travailler pour l'éducation des filles à l'école d'abord, qu'il y ait beaucoup de filles à l'école, déjà à l'enseignement de base, à l'école primaire, puis à l'école secondaire, puis à l'université. Et puis c'est seulement quand nous aurons atteint un grand niveau des femmes formées que nous pourrons atteindre ce niveau des femmes avec des hautes fonctions. Mais n'oublions pas qu'au Congo aujourd'hui, si vous allez vers les entreprises ou les organisations qui rassemblent les femmes entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs sont des femmes. Aujourd'hui, l'économie de notre pays est tenue par les femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes, au-delà du fait qu'elles n'ont pas eu la chance peut-être d'aller à l'école, mais elles nourrissent des foyers, elles envoient des enfants à l'école. Elles sont aujourd'hui mères de plusieurs universitaires, femmes comme hommes que nous voyons dans les universités ou dans le marché de l'emploi aujourd'hui. Alors, donc, vous êtes contre les gens qui disent que le leadership de la femme est tellement faible par rapport à celui de l'homme? Par rapport à des exemples que vous venez de Oui, je ne suis vraiment pas d'avis. Moi, je me dis qu'il faut laisser le temps au temps parce que la femme est venue
bon, je ne peux pas dire tard, mais elle a commencé à se lever vraiment longtemps après l'homme. L'homme s'est levé de sa création. Dès la création du monde, l'homme devait se battre, devait travailler et tout. Et la femme a rejoint, a compris aujourd'hui que l'aide semblable qu'elle est aux côtés de son partenaire homme, mari ou pas, partenaire comme être humain aux côtés de l'homme dans le monde, c'est aussi pour aider dans le sens de faire avancer le monde. Aujourd'hui que la femme a compris ça et qu'elle s'est rendue compte qu'elle est capable d'assumer certaines responsabilités qui étaient bloquées surtout par les clivages socio-culturels où déjà il y avait des interdits pour les femmes. Une femme naissait déjà avec tu ne manges pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne dois pas parler là où il y a des hommes, tu ne dois pas. Mais aux hommes on ne dit pas tu ne dois pas. Et donc toutes ces choses, ces barrières, on essaye de les briser progressivement. On ne veut pas aller en guerre avec l'homme parce qu'on n'est pas dans la guerre de haute toi et que je m'y mette. On est simplement dans comprendre que je suis aussi un être humain, que j'ai aussi des potentiels, j'ai des capacités, j'ai des atouts et que je peux être important pour l'avancement de ma nation, de ma société, de ma communauté. Alors, pour y parvenir, madame, est-ce que c'est vraiment facile? Vous avez eu quand même à rencontrer quelques difficultés. C'est quoi la plus grande difficulté que madame Elfie Esther a eu à rencontrer par rapport à la création de sa radio et quand vous étiez d'ailleurs dans votre ONG plus de 15 ans? Oui. Dans l'ONG, les difficultés sont qu'on reçoit beaucoup de femmes, parce que qui ne veulent pas s'assumer. Oui, qui parle ONG parle de organisation non gouvernementale et dans la vision de l'Afrique, il faut aider, il faut soutenir. Vous pouvez mettre en place un centre de formation, mais après, c'est les gens qui sont incapables de cotiser, d'avoir même 1000 francs pour s'acheter une aiguille, pour apprendre la coupe et couture. Toutes ces difficultés, nous avons rencontré aussi les femmes qui doivent d'abord pouvoir s'accepter. Parce que moi, j'ai toujours dit que la guérison commence dès l'intérieur. Exactement. Les blessures nous viennent souvent de l'extérieur. Les circonstances, les humains qui nous blessent aussi. Mais guérir, personne ne viendra te guérir si toi-même tu ne décides pas de guérir, de te relever et de te reconstruire. Ça, c'est aussi une grande difficulté que nous avons rencontrée dans les filles mères surtout, qui ont eu des enfants très jeunes, qui après pensaient que bon, comme j'ai eu un enfant, c'est fini pour moi. Et l'entourage même, la société même africaine, quand tu es une fille a un enfant avant le mariage, déjà dans la famille, dans le quartier, on la considère comme une personne, une laissée pour compte, une personne qui ne peut plus rien faire, qui a perdu toute sa vie. Certaines n'ont plus le courage de reprendre les études par manque surtout des moyens financiers, parce qu'elle doit s'occuper d'un être innocent qu'elle a fait venir au monde, souvent avec un père qui a disparu, qui peut-être était jeune comme elle, qui a fui les responsabilités. Et c'est des difficultés qu'on a rencontrées, qu'on rencontre jusqu'aujourd'hui, mais on essaye de pallier, de vivre avec, surtout psychologiquement, soutenir ces filles à se relever et à comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Je peux toujours me reconstruire. Moi-même, j'en suis un exemple, donc je peux facilement parler de ce que j'ai vécu aux autres et leur dire que c'est possible de se reconstruire. Tu peux te remarier, tu peux devenir DG, tu peux devenir licencié. Elles te diront, madame, pour vous c'est plus facile parce que vous avez eu quand même de la chance de naître, vous avez quand même des avantages. Pas du tout. Ce qu'on appelle avantage peut être aussi des désavantages. Voilà, il y a beaucoup de réalités que chacune de nous vit, surtout dans sa jeunesse. Et puis après, bon, tout c'est dans le relèvement. Parce que même les familles riches, il y a toujours quelqu'un qui s'est battu pour rendre cette famille riche. Exactement. Les autres sont peut-être des héritiers, mais quand vous regardez, vous rentrez à l'origine, vous verrez qu'il y a peut-être la 4e génération passée, 3 générations passées, il y a quelqu'un qui n'avait rien, mais qui s'est battu pour que cette famille-là soit comptée aujourd'hui parmi les familles riches. Donc je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui se sacrifie pour les générations qui viennent. Et pour la radio, on a quelques difficultés aussi. Vous savez, travailler avec les femmes, c'est pas facile. Voilà. Recevoir une femme, elle va décommander à 2 minutes avant l'émission. Madame Jenny, je ne viendrai pas. Il m'a dit, vous recevez madame Elfie Esther, qu'on apprécie beaucoup. En tout cas, demandez à madame cette question. Pourquoi l'ennemi de la femme, c'est la femme? Pourquoi la femme ne peut pas soutenir une autre femme? Je veux vous dire que j'ai eu une colère il y a quelques jours. J'ai été en train d'organiser une émission qui va être diffusée plus tard. Mais j'attendais une invitée que j'ai contactée 1 ou 2 semaines avant. Vraiment, toutes les assurances. Et voilà. Et donc, le jour avant l'émission, j'ai recontacté encore. Il y avait toutes les assurances possibles. En tout cas, je ne doutais pas. J'avais tout organisé. Mais c'est le même jour. Pendant que j'étais sûre, c'est donc à 20h pour une émission que j'enregistre demain à 10h, la personne me dit qu'elle n'est plus disponible. Vous imaginez.
j'ai été choquée. Ouais. J'ai pris ça pour un mépris. Mais après, je suis rentrée en moi, j'ai dit non, il y a beaucoup de réalité. Peut-être qu'elle était occupée, peut-être qu'elle a eu quelque chose en dernière minute. Bon, moi aussi, je comprends le contexte congolais. Peut-être qu'elle s'est dit, bon, vous savez, nos chaînes ne sont pas subventionnées. Hein. Peut-être qu'on se dit, en venant, il faut que je paye quelque chose, peut-être que je n'en ai pas. Les femmes ont des problèmes aussi, des ressources. Hein. Et nous, les femmes, on n'aime pas dépenser. On n'aime pas dépenser pour les choses importantes. On dépense pour les bijoux, pour les vêtements, pour la parure. Mais pour les histoires comme, voilà, on se dit, bon, je préfère ne rien donner parce que, voilà. Donc, c'est toutes ces choses qui rentrent en compte. C'est vraiment pas facile de travailler avec les femmes. Aussi parce que, non seulement parce qu'elles décommandent souvent en dernière minute, ça c'est récurrent. Depuis le début de la radio, on en souffre. Mais on fait avec, on se dit, on va aider nos sœurs à comprendre pourquoi cette radio est mise en place. C'est pour elles qu'elle est mise en place. C'est vrai qu'il y a des programmes des femmes, comme dans votre chaîne, j'ai des programmes ailleurs, partout. Mais nous avons pensé faire une radio thématique qui soit vraiment à 90% ligne éditoriale dédiée aux questions liées aux femmes. Et donc, on se bat avec, on a des problèmes financiers, parce que, comme je dis, les femmes n'aiment pas dépenser, mais ce n'est pas le plus important. On se dit, le plus important, c'est l'idéal que nous avons, et nous savons que, bon, ça va produire. Alors, que dire de la méchanceté gratuite? Tout à l'heure, vous avez parlé des empêchements, voilà, des raisons que la femme peut peut-être tout le temps avancer, mais alors, la méchanceté gratuite qui vit en la femme et qui ne veut pas qu'une autre femme puisse aller de l'avant, puisse être à la tête de telle institution, il faut la combattre parce que, bon, cette méchanceté gratuite est due à quoi, madame? Non, je peux pas dire que la réponse que je donnerai, c'est vraiment la vraie réponse et que c'est ça. Il n'y a personne pour attester que c'est vraiment ça. Ça, c'est une analyse personnelle que j'ai toujours faite aussi, que l'ennemi de la femme, c'est la femme. C'est simplement parce que, naturellement, au départ déjà, la nature, la femme est un être très protectrice de ce qu'elle a, en fait. C'est un être possessif. Alors, un être possessif. Et dans sa possessivité, elle ne veut pas que quelqu'un d'autre soit comme elle. On est déjà fait de beaucoup de choses que les hommes n'ont pas. Un homme a besoin, comme je vois dernièrement sur les réseaux sociaux, on fait un truc où l'homme se réveille à 7h, il est prêt à 7h05. Et c'est vraiment naturel. Mais nous, les femmes, un rendez-vous de 9h, et tu dois te réveiller à 5h. 4 heures avant, et des fois, tu n'es même pas prête. Et donc, on est fait de beaucoup de choses. On est fait des maquillages, on est fait des parures. Les hommes n'ont pas toutes ces choses-là. Et tout ça, c'est des choses qui font que quand on sort, on essaye de voir l'autre qui est à côté. Est-ce qu'elle est comme moi? Les hommes ne sont pas dans ces détails. C'est des trucs vraiment négligeables, mais ce sont des choses qui fondent un peu nos guéguerres non dites. Ce sont des choses qui fondent un peu nos comparaisons non dites. Après, elle ne s'habille pas bien, elle est comme ça, et puis ses cheveux ne sont pas jolis. C'est des détails que je vois. Moi, j'encadre les femmes depuis longtemps, et même à la radio, la majorité de mon personnel, c'est des jeunes filles. Des fois, vous les entendez faire des débats sur des choses comme ça. Et je crois que ce sont aussi des choses sur lesquelles nous ne devons pas nous attarder. Cette concurrence, des fois déloyale, inutile, ne nous permet pas d'aller de l'avant. Exactement. Et aussi le fait aussi que les femmes sont encore minimes dans certains métiers, dans des hautes fonctions. La femme qui arrive a l'impression qu'elle s'est battue toute seule et qu'une autre qui va arriver devant se battre comme elle ne peut pas ouvrir la porte parce que peut-être qu'elle a subi beaucoup de choses pour arriver là-bas. Des blocages des hommes et tout ce qu'on subit, vous savez, l'acharnement. Elle devait faire face à beaucoup de batailles pour atteindre ce niveau et elle se dit, mais elle ne va pas venir comme ça et moi je la sers. Il faut qu'elle se batte comme moi. Le fait qu'on n'est pas encore nombreuses, je crois que quand il y aura beaucoup de femmes à assumer beaucoup de responsabilités, au même moment, ça va partir. Mais pour l'instant, c'est quand une arrive, elle veut tout conserver pour elle parce qu'elle ne veut pas rétrograder pour se battre encore, arriver là-bas et elle ne veut pas donner les mêmes facilités aux autres femmes. Mais dans ce lot des femmes où on dit qu'on ne s'aime pas, il y a aussi des femmes qui s'aiment. Il y a des femmes qui s'aiment, qui s'encouragent. J'en ai rencontré plusieurs dans ma carrière, des femmes qui m'ont ouvert les portes. À la radio aussi, j'ai rencontré plusieurs femmes qui sont très, très élégantes. Entre autres, vous, que j'ai rencontré, d'autres personnes qui sont très, très bien avec nous. À la radio aussi, je rencontre mon personnel, certaines femmes
femmes qui sont là, qui travaillent pour la cause des femmes, mais en même temps qui ont une directrice générale, une promotrice femme qui me respecte, qui font exactement ce que je leur demande de faire dans le cadre du travail. Et pour moi, c'est un honneur. Je trouve que si on essaye de se rallier dans nos regroupements des femmes, dans nos associations féminines, à créer cette cohésion entre nous, à comprendre aussi que les générations passent, certaines montent. Exactement. Le monde est fait ainsi. Si vous avez porté un combat et que vous n'avez pas pu le réaliser, sachez que celui qui viendra après vous peut-être réalisera cela. Essayez d'en parler aux générations futures. Elles pourront peut-être bénéficier de combats que vous avez menés. Ce sont des choses qui progressivement, je pense, viendront. En tout cas, c'est vraiment enrichissant ce que vous dites, Madame Elfie, mais que dire de l'image que donne la femme congolaise aujourd'hui dans le média, donc sociaux, l'image qu'on a de la femme, c'est plus vendre ses formes par rapport à sa tête, par rapport à ce qu'elle peut donner comme éducation, ce qu'elle peut donner comme intelligence, ce qu'elle peut donner, par exemple, à la nation. Alors, les gens sont tellement déçus de cette image que donne la femme congolaise aujourd'hui. Comment y remédier? Que faire? Vous qui détenez quand même une radio dénommée Radio de la Femme. Je ne voudrais pas me transformer en donneuse de leçons sur votre plateau, mais comme vous me posez la question... parce qu'on a quand même reçu une femme, il faudrait quand même... Oui, parce qu'en tant que journaliste aujourd'hui, notre rôle aussi, c'est de sensibiliser la communauté, c'est de pouvoir éduquer les masses, c'est ça même le rôle des médias. Et donc je pense que à la Radio de la Femme, c'est le travail que nous faisons aussi, ce que les autres médias aussi font, c'est de pouvoir sensibiliser nos jeunes filles d'aujourd'hui. Nous étions aussi jeunes filles, aujourd'hui nous tendons vers... nous sommes des mamans, mais... la jeunesse, à chaque, comme on dit, autre temps, autre mœurs, à chaque temps, ses mœurs, mais les mœurs que nous voyons peut-être aujourd'hui avec peut-être quand nous on grandissait, on avait 17, 18, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais maintenant les réseaux sociaux font que tout ce que nous peut-être faisions en coulisses, qui n'était pas visible, aujourd'hui on sait le voir, comme on dit, les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde, chacun peut s'exprimer, donner des conseils, parler, raconter tout ce qu'il veut. Comme il n'y a pas de censure là-bas et tout. Et je vois beaucoup, moi je suis beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on reçoit aussi beaucoup d'informations. Je vois certaines jeunes de nos petites sœurs qui mettent en exergue les formes. Aujourd'hui, avec les opérations Bébel que je découvre sur les réseaux, je me dis que c'est simplement scandaleux que le monde évolue. Qui influence d'ailleurs d'une manière négative d'autres femmes. Ils influencent négativement parce qu'après toutes ces opérations, toutes ces chirurgies, si vous copiez les Occidentaux, ils sont peut-être dans les conditions, ils peuvent faire une opération saine. Déjà, les matériels sont bien faits, on peut faire une opération qui peut réussir. Mais ici, à Kinshasa, notre pays n'est pas encore arrivé à ce niveau. Déjà, pour avoir ces matériels, on peut avoir des médecins qui ont cette intelligence, mais les matériels que nous utilisons, les microbes qui circulent en Afrique, c'est terrible. Et quand vous faites une opération qui ne réussit pas, ou qui réussit d'apparence et quelques années après, ça vous apporte le cancer, ça vous apporte la stérilité. C'est des choses dont on ne mesure pas les conséquences, mais après, libre à chacun de prendre ses décisions, mais seulement il faut que les parents, déjà, moi, je rentre toujours à la source, il faut que les parents prennent le temps d'éduquer les enfants pour leur dire que déjà à la maison, quand on te dit qu'une opération pour changer ta physionomie, pour moi, je suis chrétienne, je trouve ça... Je ne sais pas, mais je pense que c'est un péché parce qu'on ne peut pas corriger Dieu. Exactement. Quand Dieu vous donne une forme, c'est la forme qu'il a voulu pour vous. Vous pouvez peut-être faire du sport ou autre chose pour essayer de garder une taille, une forme, mais vous ne pouvez pas vous déformer, devenir carrément quelqu'un d'autre. Donc, il y a toutes ces choses, il y a beaucoup de dépravation, pas seulement le changement physique, il y a des insultes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a le métier de journalisme qui est bafoué. Exactement. Parce que tout le monde prend un micro et devient chroniqueuse, devient journaliste, raconte sa vie, parle des vêtements, parle du sexe de manière banale. C'est toutes ces choses vraiment que nous déplorons, mais seulement dans les réseaux sociaux. Si vraiment, il y a la loi sur le numérique qui a vu le jour, mais qui n'est pas vraiment encore d'application. Notre pays a toutes les lois, en fait. On est spécialiste en création de lois, mais le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. Il faudrait vraiment qu'il y ait des magistrats qui soient formés juste pour cette question, qui suivent vraiment le travail. Il faudrait même peut-être qu'on mette vraiment
le ministère du numérique, qu'on puisse même créer une entreprise qui soit là uniquement pour contrôler toutes ces choses qui se passent dans les réseaux sociaux et rééduquer nos enfants. Parce que nos enfants aujourd'hui, des téléphones, des fois on ne sait pas s'en passer, on donne à un enfant de 15 ans, 14 ans un téléphone pour le joindre, mais après l'enfant, ce qu'il regarde, des fois vous avez du mal à contrôler. Exactement. Les codes parentaux, vous savez aujourd'hui, avec les Android, les enfants apprennent à déverrouiller tout. Donc des fois c'est devenu très difficile même d'éduquer nos enfants. On les pénètre jusque dans la maison, voilà, l'enfant est mal et reçoit une mauvaise éducation à la maison, et c'est quand même très déplorable. Voilà, donc en tant que femme active, battante, Madame Elfie Esther, et surtout que vous êtes également candidate, je pense que c'est les combats que vous êtes en train de mener pour essayer de conscientiser cette femme, donc d'une manière générale. Alors, entrons un peu dans l'actualité, bientôt c'est les élections. Alors, Madame Esther, est-ce qu'on peut faire confiance à l'appareil qu'on appelle CENI pour qu'on ait des élections transparentes et libres? Oui, je pense, oui, parce que la CENI qui travaille aujourd'hui pour nous emmener aux élections a débuté déjà, dès que le président de la République a pris le pouvoir en 2019, déjà on parlait des élections en 2023. Donc je pense qu'on a eu le temps de pouvoir voir les erreurs commises par les commissions électorales passées et de rectifier, de corriger. Vous savez, c'est une œuvre humaine, hein, elle ne peut pas être parfaite, c'est fait. Mais il y a quand même beaucoup d'inégalités. Oui, ce qu'on appellerait inégalité, irrégularité, c'est voilà, c'est des choses. Et il y a les cours et tribunaux qui sont là pour gérer aussi certaines irrégularités. Je crois que ça se passe dans le monde entier, ces sortes d'irrégularités. Peut-être en Afrique un peu plus, parce que vous savez, l'Afrique, on a encore des problèmes de redémarrer sur tous les points, la justice, il y a des problèmes il y a beaucoup de corruption, tout ça aussi. Mais moi, personnellement, si je me suis présentée comme candidate cette fois-ci, c'est parce que je fais confiance aussi à l'organe qu'on appelle CENI. À cœur ouvert, hein, madame. Oui, je fais confiance à la CENI, vraiment à cœur ouvert. Je fais confiance au président Denis Kadima. Je pense que c'est un homme qu'on a vanté avoir beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Et nous sommes confiants au président de la République aussi, qui vraiment tient à ce que les élections se passent dans le calme, que ce soient des élections transparentes, libres et apaisées. Donc nous savons que tout se passera dans les normes et celui qui gagnera sera vraiment proclamé comme gagnant. Et s'il y aura des irrégularités, les cours et tribunaux seront là. Le chef de l'État a essayé un peu de retravailler la magistrature. Nous faisons confiance aux nouveaux magistrats. À la Cour constitutionnelle qui certainement va trancher aussi pour les dossiers qui iront vers elle, pour que ceux qui ont vraiment mérité puissent être, parce qu'on est vraiment aussi fatigué d'avoir des assemblées. Les candidats, vous êtes maintenant vigilantes, alors vous suivez de près en fait. On est aussi vraiment fatigué d'avoir des assemblées pleines de personnes qui déméritent et pleines de personnes qui vraiment ne se sont pas battues pour y arriver. Après, il n'y a pas de résultat que le peuple attend, quoi. Voilà, c'est vrai que votre parti fait partie du regroupement politique Les Progressistes. Alors, vous faites partie de l'Union Sacrée. Est-ce que vous soutenez également la vision du chef de l'État, malgré que l'entourage du chef de l'État, beaucoup déplorent leur façon de faire les choses. Ils ne soutiennent pas, ils n'accompagnent pas cette vision qui est de changer, en fait, les choses en RDC. Sinon, on ne serait pas dans l'Union Sacrée. Si les regroupements, le progressiste a adhéré à l'Union Sacrée, c'est parce que nous savons, déjà vous savez que notre président, M. Sami Badibanga, est quelqu'un qui a été très très proche du feu Étienne Tshisekedi, donc il connaît la vision. Ce n'est pas en vain qu'il a choisi d'être aux côtés de son fils aujourd'hui président de la République. Et donc nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire et que nous sommes du côté d'un président qui d'abord est un Congolais qui aime le pays, on le sent au travers ses actions, ses réalisations. On sent qu'il est peut-être bloqué par certaines choses ou par la précarité qui a pris du temps, mais on voit des signaux qui présage un bel avenir pour le Congo. Et donc nous pensons qu'on est vraiment du bon côté de l'histoire. Et nous malgré qu'il y a tout le temps des détournements à millions. Vous savez aussi, hein, aujourd'hui en tant que directeur général d'une entreprise, si minime soit-elle, des médias, je gère les gens et je sais que
on dit toujours que le chef est mal entouré. Ça se dit partout. Ouais. Dans n'importe quelle organisation vous irez, il y a toujours des gens qui vont critiquer l'entourage du chef. Mais quand ces personnes seront remontées au niveau de l'entourage du chef, ils feront peut-être pire que ceux qui critiquent. Et donc ça, c'est vraiment des choses à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais on voit aussi que ceux qui ont été pris main dans le sac dans ces choses de détournement, la plupart sont allés en prison. D'autres peut-être ont eu d'autres allègements aussi, parce que la justice n'est pas là seulement pour... elle est là pour punir, pour sanctionner, mais il y a des punitions qu'on allège. Il y a des choses qui... Voilà, qui dépendent. C'est la politique. La politique, des fois, elle transcende un peu les lois, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont dedans, mais on n'encourage pas, on n'encouragera jamais le vol, on n'encouragera jamais les détournements, on n'encouragera jamais des choses, des pratiques qu'on a longtemps décriées et même que le président lui-même a décriées quand il était à l'opposition. Et donc, je ne pense pas que le président va encourager ces choses. Je pense que quand il a des preuves sur la mégestion de quelqu'un, il agit et nous le voyons et nous pensons qu'au fil du temps, parce que nous sommes sûrs qu'on lui accordera un deuxième mandat. Il a souvent fait de mauvais choix concernant ce membre du gouvernement, des conseillers. Accordez-lui ce qu'on appelle le bénéfice du doute, parce que c'est un humain. Voilà, il rencontre des gens peut-être qui donnent l'impression d'avoir été ses amis ou d'avoir été dans le parti, d'avoir combattu aux côtés de son père, des gens qui peut-être disent qu'ils feront mieux, mais quand on leur donne la chose, ils se rendent compte comme nous et vous que la personne déméritait. Et je pense que ça va venir, il finira par se faire entourer des bons collaborateurs et aussi ceux qui sont là ne sont pas que mauvais, il y a aussi des bonnes personnes qui sont autour de lui, mais le pays aussi a été longtemps détruit, nous ne prenons pas sa défense, mais nous savons que le pays est entré dans un gouffre, il nous faut du temps pour sortir de ce gouffre. Voilà, alors Madame Elfie Esther, alors il y a une question qui me vient souvent en tête, je me dis, pour être un bon leader, qu'est-ce qu'il faut? Alors est-ce que la femme congolaise, pourquoi elle ne devient pas leader? Pourquoi elle ne se lève pas? Pourquoi dans ce qu'elle fait, peu importe les domaines, pourquoi elle n'arrive pas à défendre comme il se doit? Peu importe ce qu'on peut vivre comme voilà, des inégalités, ce qu'on peut vivre comme les antivaleurs dans la société, mais quelles sont vraiment les qualités d'un bon leader? Un bon leader, c'est quelqu'un qui porte d'abord une vision. Un leader, c'est quelqu'un qui porte une vision et qui essaye de la communiquer aux autres et de les emballer à ce qu'il la rejoigne dans sa vision et qu'elle réalise cette vision. Et je pense que beaucoup de femmes portent des visions, des bonnes visions pour l'émergence, pour l'épanouissement de ce pays et même de la femme en tant qu'être. Mais il y a toujours un mais. J'aime parler du temps, parce que je pense que le temps résout beaucoup de choses. Mais dans ce temps-là, il faut le travail. Dans ce temps-là, il faut le dynamisme. Dans ce temps-là, il faut la conscience professionnelle. Il faut avoir des rêves pour lesquels on travaille. Des fois, ce n'est pas facile aussi de travailler et de mettre en place un rêve et même de s'imposer et d'avoir des gens qui comprennent réellement ta vision. Aujourd'hui, vous m'avez donné le temps de parler quand même de la radio de la femme sur votre plateau. Aujourd'hui, la radio de la femme porte cette vision d'imposer le leadership féminin, de parler de la femme sur le plan médiatique, de permettre à la femme de se dévoiler, de se découvrir même pour qu'elle soit compétitive, mais ça prend vraiment du temps pour que ces femmes comprennent aussi qu'on a vraiment besoin de son apport efficace. On a besoin qu'elle arrête d'être trop féminine. C'est vrai, on ne va pas faire partie de notre féminité parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons différents des hommes. Moi, je suis partisante de cette façon de voir les choses. Je n'ai jamais été partisante de l'égalité hommes et femmes. En tant que chrétienne encore. Sur le plan professionnel. Que les féministes me pardonnent vraiment. Pas dans le ménage, mais même sur le plan professionnel, Madame Elfie Esther. Oui, sur le plan professionnel, oui. Mais il y a certaines, quand ils parlent d'égalité, vous sentez vraiment que c'est vraiment, il faut qu'on soit égaux. C'est pas possible. On est déjà différents de par la nature, de par la physionomie. Donc, le Créateur n'était pas bête en créant l'homme et la femme. Il a voulu que cet équilibre existe. La femme doit rester femme, l'homme doit rester homme. Mais sur le plan professionnel, la femme qui a des
atouts, qui se rend compte qu'elle a des capacités ou qu'elle peut développer, parce qu'il y a des capacités qu'on peut développer, il y a des choses vraiment intrinsèques qu'il y ait des gens à côté qui vous disent ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire, vos capacités. Si une femme arrive à se découvrir, ou même que son entourage arrive à lui mettre la puce à l'oreille, que madame, essayez de voir de ce côté-là, vous avez peut-être l'art de faire ceci. Si une femme sent qu'elle peut faire les métiers qui jadis étaient considérés comme des métiers masculins, ou qu'elle peut avoir des hautes fonctions dans la société, pourquoi pas? C'est ce que nous voulons d'ailleurs. Nous appelons aux femmes surtout à se découvrir. Parce que quand tu te connais, tu connais tes limites, tu connais tes capacités et tu y travailles. Donc je pense que la femme a beaucoup d'atouts. Elle a vraiment beaucoup d'atouts. Elle peut tout faire. Elle peut arriver à n'importe quelle fonction. On a vu les femmes pilotes, les femmes partout. Les femmes sont aujourd'hui partout, mais c'est le nombre qui n'est pas encore atteint. Mais on est sûr qu'on atteindra le 50-50 et peut-être même qu'on dépassera parce qu'il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas un domaine où on dit qu'il faut qu'il y ait 60% hommes et 50 femmes. Si les femmes arrivent à 80%, je ne vois pas un homme qui va dire non, trop de femmes. Non, ce n'est pas possible. Parce que même dans les universités, il y a beaucoup plus de femmes dans le salle de classe que les hommes. Et donc, dans le milieu professionnel aussi, si on est plus nombreuses, personne ne dira que vous êtes plus nombreuses. Seulement, soyez plus nombreuses, travaillez aussi pour que le monde se relève. Alors cette fois, on dit on peut faire confiance à la femme, dans quel sens? Parce qu'on se dit la femme peut donner des mécanismes et des stratégies pour mettre en place, pour lutter contre les phénomènes Kuluna qui refait encore surface, Madame Esther Elfi. Alors vous, en tant que femme, leader, en tant que candidate, vous évoluez également dans les partis politiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour lutter contre ce phénomène? Jadis, on a vu les autres aller à Kanyama-Kassese, on a vu, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, ces phénomènes ont vraiment pris de l'ampleur et a refait vraiment surface. C'est très difficile. Au stade où ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur à Kinshasa, surtout dans la ville de Kinshasa, il faut vraiment que le gouvernement s'implique entièrement, totalement. Parce que les organisations non gouvernementales, les autres associations et autres, la société civile peut se préoccuper de ça. Mais si le gouvernement ne vient pas avec beaucoup de discipline, moi j'étais jeune, vraiment très très jeune quand Moussa est arrivé. Je n'avais pas encore l'âge de la conscience, vraiment, très très jeune. Mais on savait qu'il fouettait les gens et tout. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut quand même un fouet aussi. Oui, exactement. Il faut un fouet parce qu'à l'âge où ces enfants sont arrivés, déjà, ils ont 19 ans, ils ont 17 ans. Ils sont à l'âge de comprendre les choses. Exactement. Alors, on peut tout dire en amont, que c'est la société qui les a rendus ainsi, la pauvreté, les parents n'étaient pas payés, le manque de travail. Mais dans ce lot d'impayement, il y a aussi des enfants bien éduqués qui ont manqué du pain, mais qui ont une conscience. Là, c'est le rôle des parents, on va rentrer dans la famille. Mais au stade où c'est arrivé, ce n'est plus la famille ne peut plus rien. Ces enfants sont des enfants qui ont fatigué même leur famille. Donc, c'est l'État qui doit prendre en charge. S'il faut vraiment les fouetter, il faut les fouetter. Moi, je suis pour ça, qui m'excuse. Je suis pour qu'on les règle vraiment. Ici, il faut utiliser la force, il faut les emmener dans les autres camps, Kanyama-Kassese ou autres, pour leur apprendre des formations et les prendre vraiment des forces pour les enlever là où il y a la population parce qu'ils sèment la terreur. Il faut les emmener, les éduquer. Quand ils deviendront des bons citoyens, ils vont revenir intégrer la société. C'est possible de les transformer. Ce sont nos enfants, on ne va pas les jeter, mais il faut de la discipline. Il faut que l'État, qui est parent, puisse être rigoureux avec ses enfants, qu'ils soient vraiment rigoureux, qu'ils les prennent, on les fouette, on les emmène là-bas, on les éduque, on les transforme, on leur apprend un métier, ils reviennent comme des bons citoyens. Mais aussi en amont, il faudrait qu'on apprenne à aimer notre pays. Il faudrait qu'on apprenne à aimer cette nation. Une personne qui ne s'aime pas se fait du tort. Quand une personne se suicide, moi je dis juste une personne qui ne s'aime pas. Parce que quand tu t'aimes, tu ne peux pas, quelle que soit la situation qui t'est arrivée, tu ne peux pas te mettre fin à ta vie. Tu sauras que la vie vient d'un créateur. Et elle partira un jour quand le créateur voudra. Mais tu ne peux pas te donner la mort, ça veut dire que tu ne t'aimes pas assez. Quelles que soient les difficultés, tu dois avoir le courage de te dire que ça va finir, ça va passer. Et c'est comme ça aussi pour le pays. Nous devons avoir de l'amour pour ce pays. Le patriotisme doit être ancré, enseigné. L'amour véritable, hein, madame. Oui. Aujourd'hui, dans les écoles,
malheureusement, le cours de civisme ne ressemble plus à rien. Là où ça existe encore, ça ne ressemble plus à rien. Moi, j'ai des enfants, j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'essaie de voir leurs notes sur les cours de civisme, ça ne ressemble plus à rien. Mais à notre époque, qui date de quelques années seulement, on pouvait vraiment nous enseigner. À l'époque de Zaïre, nous, on a étudié l'hymne tricolore, on connaissait les couleurs, on connaissait les mots, mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu autre chose. Il faudrait que les enfants, déjà dès l'école primaire, maternelle, dès la maison, apprennent à aimer leur pays. Je peux peut-être parler d'un pays étranger que je visite beaucoup, les États-Unis. Quand vous marchez sur les avenues, vous verrez les maisons avec des drapeaux. Il ne faut pas que ce soit un bureau, il ne faut pas que ce soit une maison d'une autorité. Chaque citoyen achète son drapeau, il met devant sa maison. C'est un symbole que ces gens aiment leur pays. Ils aiment leur pays au point de faire croire au monde que c'est le meilleur pays, de là-bas c'est le ciel. Mais quand vous y allez, vous vous rendez compte qu'ils ont aussi leurs tares, leurs défauts, leurs faiblesses, mais qu'ils cachent. Mais ils ne vendent que le bon côté. Ils veulent que les autres les respectent, ils veulent que les autres les honorent. Et ils y travaillent. Vous verrez chaque Américain dans son coin travaille pour que son pays soit le meilleur. Ils nous ont vendu ici le cinéma américain. Aujourd'hui, on sait que Hollywood, c'est le meilleur cinéma. Exactement, exactement. Donc, il faudrait que les gens apprennent, pas faire comme eux, chaque nation a ses valeurs, mais que les enfants apprennent à aimer ce pays. On dise aux enfants, c'est tout ce que nous avons comme héritage. C'est tout ce que nous avons comme héritage. Quelle que soit la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, elle s'en sortira si nous aimons ce pays et nous nous battons pour qu'il se relève. Alors, Madame Elfie Esther, un mot à l'endroit de toutes ces femmes qui vivent la guerre à l'est du pays, voilà, des années qui passent, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un mot d'encouragement à l'endroit de ces jeunes filles, de ces femmes de l'est de notre pays? Ouf, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, souvent quand on en parle et quand on y pense. Parce que quand vous regardez les images, les documentaires, même les témoignages réels des femmes qui ont fait ce déplacement pour Kinshasa dans certaines activités, quand elles vous parlent des atrocités qu'elles ont vécues, qu'elles vivent, vous pouvez passer une journée sans mettre même quelque chose dans la bouche. La douleur est profonde pour nos sœurs, pour nos filles, pour nos mamans, qui depuis près d'une décennie, comme je l'ai dit, vivent vraiment les affres de la guerre. C'est comme si on nous fait payer des choses qu'on ne connaît pas. Mais à toutes ces femmes, je dirais beaucoup de courage. Beaucoup de courage. On est ensemble. Beaucoup de courage. La première dame est avec nous et avec vous. Beaucoup de courage. Le président de la République se bat jour et nuit pour que cette guerre prenne fin. On voit des signaux, on voit ces rapports diplomatiques déjà avec les pays agresseurs qui sont aujourd'hui cités nommément deviennent très très difficiles. Et nous sommes convaincus vraiment que cette guerre prendra fin. Et moi, je parle aujourd'hui même des réparations des victimes, la loi que le chef de l'État a promulguée l'année passée, en décembre, je crois, portée par la première dame pour indemniser les victimes. Je pense que cette indemnisation, je pense aussi avec le FONAREV qu'on a mis en place, le Fonds national de réparation des victimes, qu'on devrait aussi y associer la prise en charge psychologique. Je crois qu'elle existe, je n'ai pas encore vraiment lu les documents, mais je crois que la prise en charge psychologique, qui est plus importante que financière. C'est vrai que ces femmes doivent se reconstituer financièrement, mais une personne qui est brisée dans son intérieur, même quand elle a de l'argent, ça ne lui apporte pas le bonheur, ça ne lui apporte pas la paix. La vraie paix, c'est qu'elles prennent à se reconstruire, les aider vraiment à... Parce qu'après, elles ont comme une sorte de rancœur contre leur propre pays. Nous sommes abusés sur notre propre sol. Et donc, il faudrait que le pays et ceux qui portent la charge du pays, qui symbolisent le pays, les responsables, les autorités, puissent vraiment se battre pour que ces femmes reprennent confiance en elles, qu'elles apprennent à aimer leur nation au-delà des difficultés qui leur sont arrivées dans leur pays et comprendre que, bon, c'est la guerre et nous allons éviter la guerre prochainement parce que la guerre, elle est vraiment très cruelle. Elle apporte beaucoup de méfaits, des conséquences qui pourront être pérennes jusqu'à 100 ans, 200 ans après. Les racines de ces mots pourront toujours nous traumatiser. Et j'apporte un soutien à ces femmes pour leur dire qu'on est vraiment ensemble. Madame Elfie, comme être humain, est avec vous. La radio de la femme est avec vous. On en parle sérieusement. Dans on a des émissions spéciales pour les questions de l'Est, afin que vraiment le monde entier sache que nous lançons un cri de ras-le-bol. Alors, Madame Elfie Esther, alors sur demande d'ailleurs de mon réalisateur, c'était vraiment, c'est une demande. Il me dit,
En tout cas, félicitations à Madame Elfie Esther. Et pourquoi ne pas ramener cette radio sur Canal+, on ne fait pas la pub, hein, parce que elle est vraiment suivie, elle a fait vraiment une différence, et vraiment, elle a vraiment une particularité. Il a souvent l'habitude de suivre avec sa femme à la maison. Oh. Merci beaucoup. Sa demande. Merci beaucoup à notre auditeur. Merci beaucoup à toutes les personnes qui aussi pensent la même chose que monsieur le réalisateur. Mais c'est une très très bonne question. La radio de la femme a vraiment l'intention de s'étendre. Hein. Ouais. La première année, quand elle a commencé, juste une année après, on a créé la même radio à Kananga, mais que nous avons fermé temporairement pour beaucoup de raisons. Hein. Sur place, vous savez, Kananga, et ce sont nos frères qui, comme aussi, pourraient peut-être... on a eu beaucoup de menaces, entre guillemets, sur les questions des femmes, et donc on a préféré... On n'a pas abandonné, mais on se dit, on va se préparer autrement. On va mieux s'installer dans cette province aussi qui a connu beaucoup de problèmes avec l'histoire des Camoulins Sapo et tout. Mais après, on va aussi aller à l'est du pays, on y pense. Mais j'ai aussi une très bonne nouvelle pour les auditeurs de la radio de la femme, c'est que ça fait un mois que la radio de la femme aujourd'hui émet sur notre site internet en temps réel. Donc quand les émissions passent en FM à Kinshasa, et vous pouvez suivre où que vous soyez, au Japon, aux États-Unis, à Luxembourg, vous pouvez suivre en Chine la radio de la femme sur notre site, si vous permettez que je le dise, www.radiodelafemme.net. Donc vous pouvez suivre en temps réel tout ce qui se dit au niveau de FM et intervenir et tout. Et c'est déjà une porte pour une radio web, et nous sommes en train de faire aussi la radio filmée qui bientôt on aura en image tout ce qui se... Parce que le visuel aujourd'hui compte sérieusement. Et j'annonce déjà aussi l'arrivée de la télé de la femme, déjà pour l'année prochaine. Les studios sont en préparation. C'est une très bonne nouvelle. Et nous travaillons sur le contenu. Si le contenu arrive vraiment à la dimension de Canal+, on va intégrer Canal+ pour vraiment étendre notre message, et que nous soyons sûrs que ce message est en train d'aller partout, que les femmes se réveillent et qu'elles viennent surtout parler de leurs activités, parler de ce qu'elles font, et aussi dénoncer ce dont elles sont victimes partout où elles sont. D'accord. Alors, Madame Elfie Esther, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Un mot aussi à l'endroit de cette jeunesse congolaise qui vous font confiance. Vous êtes considéré comme modèle parce que aujourd'hui, j'ai tellement beaucoup d'images, vous avez tellement reçu de trophées. Alors, beaucoup de personnes, surtout cette jeunesse congolaise, croient en vous. Alors, on ne voudrait pas que plus tard, qu'on ne parle plus de la radio de la femme ou de la télé de la femme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui vous font confiance? À la jeunesse qui nous fait confiance, d'abord un grand merci, parce que nous tombons un peu comme un cheveu dans la soupe dans ce qui est média. Mais je crois au rêve que j'ai porté, comme je vous ai dit, toute jeune, d'être journaliste. Exactement. Je crois au rêve que j'ai porté aussi toute jeune de combattre, de défendre les causes des femmes. Et je crois aussi à toutes ces personnes qui me soutiennent, parce que grâce à elles, nous n'existerons pas. Si on n'a pas d'auditeurs, on n'a pas d'auditrices, la radio de la femme n'existera pas. Si on n'a pas de journalistes qui nous font confiance, qui viennent toquer à nos portes ou qui acceptent notre main tendue pour qu'ils viennent travailler avec nous, nous n'aurons pas de contenu parce que nous ne pourrons pas tout faire seuls. Et donc, je remercie toute cette jeunesse qui continue à croire en nous, et nous pensons que nous allons faire davantage pour que ce combat de la femme puisse vraiment porter des fruits et que les femmes puissent vraiment rayonner un jour. C'est une vision que je porte. J'aime beaucoup Martin Luther King, j'aime beaucoup toutes ces personnes qui ont porté des visions, et même après leur mort, ces visions ont porté des fruits. Martin avait dit que je rêve d'une Amérique qui est dirigée par un noir. Il n'était plus là. Beaucoup d'années plus tard, Barack Obama est arrivé. Et donc, je pense que je rêve d'une radio de la femme, d'un média des femmes qui va donner la parole aux femmes partout, qui va faire comprendre aux femmes, parce que nous faisons aussi un travail en amont avec l'ONG Génération Femmes sur le terrain pour sensibiliser les femmes. Je rêve de voir les femmes partout. Je pense que même après moi, 50 ans après, si cette vision est portée,
porter, elle produira des fruits. Nous sommes en train de jeter les bases et de donner un rayon de soleil à ce programme. Quant au trophée, je dis merci à toutes ces personnes qui continuent de nous faire confiance, qui nous donnent ces trophées. Pour nous, ça nous encourage. Ce sont des trucs simples, mais très symboliques pour le travail que nous faisons. Ça nous encourage à faire mieux, à se dire que... Plus de 3 trophées, plus de 4 depuis que la radio de la femme existe. En tout cas, plus de 10. Wow. Dès la première année, nous avons eu beaucoup de trophées, plus de 10. Et je félicite nos confrères, nos amis et autres qui nous, pas seulement à Kinshasa, on a eu le trophée en Côte d'Ivoire. Et donc, on s'est dit, bon, si Dieu permet que par ce travail, nous soyons reconnus, ça nous encourage seulement. C'est comme si ces gens éveillent en nous encore une sorte de conscience professionnelle pour nous dire que faites mieux, c'est une responsabilité que vous avez portée, allez avec jusqu'au bout. Et donc, la radio de la femme ne mourra que si la personne qui portera ma vision après meurt aussi, il fera porter à celui-là, et puis voilà, ça va se pérenniser par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, Madame Elfie Esther Kishi Ilunga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes tellement honorés et flattés. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, on a eu le plaisir de recevoir pour vous, Madame Elfie Esther Ilunga Kishi, qui est la directrice générale de la radio de la femme. Elle est secrétaire nationale en charge du genre au parti politique Les Congo Positif, qui fait partie du regroupement politique Le Progressiste. Voilà. Et puis, elle est candidate en Nganda-Njika dans la province de Lomami. Alors, c'est avec elle qu'on a eu à faire cette émission. Un grand merci à la grande équipe technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Numérique TV et sur Jenny Lukusa TV. Au revoir.